Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, on a réalisé le tour des écrins avec Manon, le GR54. Et je voulais faire une vidéo pour faire un petit récap, vous donner mes impressions, mon ressenti, également quelques conseils maintenant qu'on l'a réalisé pour ceux qui souhaitent le faire. Et puis pour faire deux pierres d'un coup, on va aussi voir qu'est-ce que j'ai emmené dans mon sac et comment j'ai fait pour faire un sac de 10 kg ou moins, pour partir au moins 8 jours marcher, 9 voire 10, et avec un confort totalement suffisant pour pouvoir marcher normalement pendant 10 jours. Donc aujourd'hui j'ai ma petite balance et la liste de tous les objets qui étaient dans mon sac. Donc on va essayer de faire les choses assez précisément, et je trouvais que c'était une bonne idée parce que comme ça on va pouvoir voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourra améliorer pour les prochains treks. Pour ceux qui ne connaissent pas les écrins, c'est un massif qui se retrouve dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, et en Isère aussi également. Il est à l'ouest du Queyras, et on y retrouve 3 sommets à plus de 4000, dont la barre des écrins qu'on connaît, et puis en connu aussi, il y a la Meige et Aile-Froide par exemple. Donc il se situe à 2 heures environ de Grenoble, et nous qui venons du sud de la France, on a mis à peu près 4 heures pour y aller. Donc d'ailleurs, vu qu'on vient du sud, nous on a commencé à la chapelle de Valgo-des-Mares, et pas au départ officiel qui est le bourg, mais en fait c'est pareil, c'est une boucle, chacun démarre d'où il souhaite, et on revient au même point, donc c'est pareil. C'est un sentier donc qui fait 188 km au plus court, et qui peut monter quasiment à 196 avec les variantes, et on a 12 000 mètres de dénivelé. Donc ça reste un trek assez long, et surtout avec beaucoup de dénivelé. En comparaison, le trek du Cantal, c'était 6000 mètres de dénivelé sur 140 km. Le Queyras, sur 130 km, c'est un peu moins de 8000 mètres de dénivelé. Donc là, vraiment, ça pique, et ça en fait un trek assez difficile, de par son dénivelé, mais également par le terrain. Donc certains vous diront que c'est assez roulant, on en a rencontré sur le chemin, et puis moi, avec mon avis, les treks que j'ai réalisés déjà, je trouve que c'est moyennement roulant. C'est pas non plus hyper cassant, c'est pas le GR20, mais ça reste quand même un terrain assez difficile parfois, avec du schiste, des ascensions très longues, un petit peu escarpées, et parfois des chemins avec des gros cailloux, etc. Donc voilà, un peu cassant. C'est vrai qu'il y a des étapes qui sont roulantes, des étapes de transition, on passe par beaucoup de villages, donc il y a des moments de repos un peu. Bon, repos, on s'entend, il n'y a jamais de plat dans les écrins, mais voilà, on va pouvoir avancer un petit peu plus vite. Ça reste quand même un trek que j'ai trouvé plutôt difficile. Il faut un certain entraînement, et même avec un entraînement, vu qu'il est long, au bout de 8 jours, le corps commence un petit peu à fatiguer, et si nous on n'avait pas fini en 9 jours, je pense qu'une journée de repos aurait pas fait de mal. Après, c'est vrai qu'il faut le dire, ce trek peut être perçu de manière différente si vous le faites en autonomie, si vous le faites en semi-autonomie, ou si vous le faites entièrement en refuge. Ça peut changer le poids de votre sac, et puis ça change clairement la fatigue, hein. On a tendance quand même à mieux dormir en refuge, on mange mieux, on peut prendre une douche, donc voilà, ça change un petit peu le confort, et puis également on peut découper les étapes en suivant le topo. Quand je dis le topo, c'est-à-dire que si vous allez sur le site des écrins du parc national, il va vous donner 12 étapes sur le circuit qu'on a fait, avec des étapes qui varient entre 10-12 km et au maximum, je crois, peut-être 24 ou 25 km, jamais plus. Et les étapes vont être découpées entre de refuge en refuge, etc. Et généralement, vous passez un col par jour, et puis vous allez au refuge suivant. Donc voilà, si vous faites le circuit en respectant les étapes et que vous dormez en refuge, le GR54 va être plus simple que si vous le faites en autonomie complète, et que vous souhaitez faire des étapes plus longues par exemple, et le faire en moins de jours. Il est donné pour 12 jours au maximum, si vous le faites en 8 jours, vous enlevez 4 jours, voilà, le circuit va être beaucoup plus difficile. Donc voilà, ça dépend aussi comment vous souhaitez le faire. Nous on a fait un entre-deux. On pensait le faire en complète autonomie, comme je fais d'habituellement tous mes treks. On avait tout le matériel d'ailleurs pour dormir
dehors, faire un bivouac. On avait la nourriture complète, voilà, pour manger tous les jours. Mais il s'avère qu'avec la météo, on a passé 4 nuits en refuge. Au final, c'est pas grave, ça nous a permis de nous protéger. Bon, on a quand même passé la première nuit dehors, vous l'avez vu, on a eu un énorme orage. Mais voilà, quand vous passez une nuit sous un orage, vous n'avez pas envie d'en passer une deuxième. Donc heureusement les refuges sont là. Je trouve justement que c'est appréciable, contrairement à d'autres treks où des fois il n'y a pas du tout de refuge. Là au moins, si vous avez la possibilité en cas, voilà, si la météo est vraiment pas bonne, et ben, vous pouvez aller en refuge. Donc on a fait quasiment moitié refuge, moitié en bivouac. Ça nous a permis de se reposer, de prendre une douche, de manger un bon repas et au final d'améliorer un petit peu le confort du trek. Petite information justement, bon, la majorité d'entre vous le savent peut-être, les refuges c'est effectivement confortable, ça a quand même un coût. Dans les écrins, le tarif variait entre 47 et 51 € la nuit avec le repas et le petit déjeuner compris. Voilà, donc ça peut paraître pas très cher vu qu'il y a le repas et le petit déjeuner. Il faut quand même savoir que le couchage reste sommaire, c'est généralement dans des dortoirs avec d'autres personnes, voire beaucoup de monde. Des fois il peut y avoir plus de 15 personnes dans la même pièce, donc le sommeil n'est pas forcément très réparateur. Mais vous êtes au chaud et vous avez le repas, vous avez la douche et vous avez le petit déjeuner en partant. Donc voilà, c'est bien, mais si vous le faites sur la totalité du circuit, il faut quasiment compter 10 fois 50 et vous en avez pour plus de 500 € rien que de refuge, sans les à côté. Donc voilà, si vous le faites en bivouac, vous n'avez pas ces coûts-là. Par contre, bon, il faut prévoir des fois de la nourriture dans les villages, mais ça restera quand même bien. Concernant donc la difficulté, pour rentrer un peu plus dans le détail, comme je l'ai dit, il y a 12 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça veut dire que vous allez monter 12 000 mètres et vous allez descendre 12 000 mètres sur le trek. Il est donné pour 12 jours, donc vous allez faire en moyenne 1000 mètres de dénivelé par jour si vous respectez le topo, et vous allez augmenter cette valeur si vous raccourcissez le nombre de jours. Donc nous on l'a étalé sur 9 jours, mais en réalité on a marché sur 8 jours vu qu'on est parti à midi et qu'on est revenu à midi. Donc on a fait en moyenne 1500 mètres de dénivelé positif par jour. Ça reste une valeur qui est élevée, sans être stratosphérique non plus, mais le souci c'est que des fois vous allez faire 1000 dans la journée et puis des fois vous allez en faire 2000, et c'est ces journées là qui vont être plus compliquées. Bon, ça dépend de comment vous découpez les étapes, mais à un moment ou à un autre vous allez forcément y passer. Quand vous faites 2 cols dans la journée, vous allez prendre 2000 mètres de dénivelé positif et parfois 2000 mètres de dénivelé négatif, et souvent c'est le dénivelé négatif qui fait le plus mal. Donc ça c'est vraiment la première difficulté de ce trek là, c'est le dénivelé. Ensuite, pour le terrain, comme je l'ai dit, il y a quelques passages un petit peu compliqués, mais vraiment pas insurmontable. Je pense que c'est accessible à tout le monde, même aux débutants. Les passages les plus escarpés, il va y avoir des cordes ou des câbles, et les ascensions dans le schiste où ça peut un petit peu glisser, voilà. Il faut prendre son temps, il faut faire attention, il faut bien mettre un pied devant l'autre, hein, parce que des fois le chemin il n'est pas plus épais que ça. C'est vraiment ces moments-là qui sont souvent plus impressionnants que difficiles, mais il faut vraiment prendre son temps, faire attention. Des fois, la randonnée, le trek, ça peut être dangereux, c'est vrai. On a un sac qui est lourd, qui peut nous déséquilibrer, donc voilà, la première chose à faire, c'est surtout prendre son temps. Mais voilà, quand on a parlé du dénivelé, quand on a parlé du chemin, le reste, c'est l'aléatoire, donc ça va être la météo, la température. Si vous le faites pendant les saisons qui sont recommandées, c'est-à-dire de fin juin à septembre, début septembre, normalement vous n'avez pas de neige. Bon, nous on en a eu, ça peut arriver, mais normalement voilà, vous n'avez pas trop de neige, en tout cas au sol. Et puis la météo normalement devrait être assez bonne. Il peut pleuvoir, là par contre ça peut vraiment compliquer les choses parce qu'on a des terrains qui peuvent être vraiment glissants, et dans ces cas-là, eh ben, vous pouvez sauter les étapes. Généralement, on l'a vu que nous, quand il pleuvait, eh ben, les gens qu'on retrouvait dans les refuges, généralement ils avaient sauté les étapes et ils allaient sauter l'étape suivante. Donc nous on est les seuls zinzins à pas avoir sauté les étapes à ce moment-là. On partait sous la pluie et on arrivait sous la pluie.
Après, je comprends que pour la plupart des gens, surtout ceux qui le font en refuge, ils cherchent le confort et l'agréable, on va dire. Donc, ils n'ont pas envie de passer la journée sous la pluie. Euh, Chacun fait comme il a envie. C'est quelque chose que je comprends tout à fait. C'est vrai que nous, on était partis dans l'optique de le faire en complète autonomie. Et quand on fait de la complète autonomie, on est sujet aux aléatoires de la météo. Ça fait partie du trek. Et j'ai envie de vous dire, à chaque fois que j'ai fait un trek, on prend un jour de pluie, c'est comme ça. Souvent, on n'a pas de chance, mais on retrouve vite le soleil et les belles journées, et on est super content. Donc voilà, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du trek. C'est comme ne pas trouver de bivouac au bon moment, faire plus de kilomètres que d'habitude, se tromper de chemin. Ben voilà, la météo, ça fait partie du jeu. Après, c'est vrai que là, on est quand même en haute montagne. La météo compliquée, ça peut être dangereux. Si il s'avère que ça avait été dangereux, on l'aurait pas fait. On n'est pas bête non plus à ce point-là. C'était des cols qui étaient pas si élevés ces jours-là, et la pluie, il tombait 2, 3, 4, 5 millimètres, donc ça restait raisonnable, et on les a passés sans trop de problèmes. Alors c'est vrai que le deuxième jour, la pluie s'est transformée en neige et en tempête de neige au sommet. Ça, pour le coup, c'était une nouveauté. C'était assez déroutant. D'ailleurs, j'ai pas pu le filmer parce qu'à ce moment-là, je pouvais pas du tout sortir la caméra. J'avais les doigts qui étaient complètement congelés. On en parlera après avec le matériel. Mais et on s'est dépêché de passer de l'autre côté. Il y avait un vent terrible. Mais bon, voilà. En tout cas, ces conditions-là, faut pas le faire à ce moment-là pendant plusieurs jours. C'est pas possible. Donc, il existe des navettes parfois. Des fois, vous pouvez prendre un taxi pour pouvoir sauter les étapes et aller à l'étape suivante. Assez parlé donc de la difficulté, on va maintenant parler du découpage. Le découpage, c'est quoi? C'est quand vous avez un trek de prévu, un circuit complet de prévu, et qu'il va falloir réfléchir à comment découper les étapes, donc savoir de où vous partez, où est-ce que vous vous arrêtez, etc. etc. Combien de kilomètres on fait par jour, en fonction de la difficulté du terrain. Euh, Si c'est un trek qui est réalisé par beaucoup de monde, souvent on peut venir chercher les étapes qu'ils ont fait. Vous avez des moyennes, donc par exemple on sait que le GR 400, le Tour du Cantal, il est réalisé en moyenne entre 3 et 8 à 9 jours. 3 pour les plus téméraires et qui le font le plus vite possible. Je passe un bonjour à Trek Attitude qui a tenté cette expérience-là. Et puis le topo qui va le donner en 8 et qui peut être réalisé en 9. Voilà. Donc vous avez une grosse fourchette. Vous, en fonction de votre niveau et de votre souhait de comment réaliser le trek, hein, voilà, si vous avez envie de prendre le temps de le faire en mode sportif, et bien vous allez décider un nombre de jours. Donc vous dites par exemple 6, comme on l'a fait, sans la prétention de dire si c'est 6, je le fais en 6, aucun autre moyen. Non. Si vous gagnez du temps parce que c'est roulant et que vous le faites en 5, voilà, c'est comme ça. Et puis si, à contrario, c'est plus compliqué que prévu, vous le faites en 7, c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, vous avez une idée du nombre de jours que vous voulez faire, et en fonction du nombre de kilomètres et du nombre de kilomètres que vous avez l'habitude de marcher sur des terrains plus ou moins pentus, vous dites je vais faire 20, 25, 30 kilomètres par jour. Voilà, donc après ça vous donne une idée des étapes. Ça c'est comme on fait habituellement. Dans les écrins, c'était un petit peu plus compliqué que ça parce que c'est que des sommets. Voilà. Il y a 12 cols à passer. Donc, si vous faites 2 cols par jour, vous savez que vous allez manger deux fois de l'ascension dans la journée et qu'il va falloir supporter ça. Parce que généralement, dans la haute montagne, les bivouacs, c'est le souci de l'autonomie complète. Vous n'allez pas pouvoir camper tout en haut, vous n'allez peut-être pas pouvoir camper dans la descente et vous n'allez peut-être pas pouvoir camper dans la montée. Généralement, le plus simple, c'est quand même de bivouaquer en bas des vallées, là où il y a les rivières, pour deux raisons. Déjà parce que vous allez avoir de l'eau, pour pouvoir vous rincer, vous laver, pour pouvoir manger, et puis parce que c'est en plus basse altitude, donc il va faire moins froid, la météo va être plus clémente, il y aura peut-être moins de vent. Donc voilà, généralement, on essaye quand même de camper en bas de vallée. C'est pas toujours possible. Des fois, on peut se retrouver complètement au col, ça nous est arrivé. Mais là, voilà, il va falloir supporter des fois 10 degrés de moins, 15 degrés de moins qu'en bas. Peut-être du vent. Vraiment, il faut éviter les cols. C'est vraiment les endroits où il y a le plus de vent. Mais bon, voilà, juste derrière ou un petit peu avant. Généralement, il y a des zones. C'est possible. Et puis, parfois, vous vous retrouvez dans la descente. Mais même si dans la descente, il peut y avoir des plats et vous pouvez bivouaquer à cet endroit-là. Mais
À part prendre Maps ou satellite, regarder les zones une à une et essayer de trouver les campements, c'est pas possible. Donc vous vous donnez une idée, encore une fois, vous vous dites, bon, on va essayer de faire 25 km par jour par exemple, et puis on verra à quel moment on est, et puis on verra si on peut camper. C'est pas toujours possible, donc on se retrouve à rallonger ou à raccourcir en fonction des étapes, et aussi de notre état physique. Il y a des journées où on est plus en forme que d'autres, donc en fonction de ça, vous allez faire plus ou moins de kilomètres, et puis donc vous allez dépasser les étapes prévues, et il va falloir réajuster tout cela. Donc ça fait partie du trek, c'est l'aventure, et on s'adapte tous les jours. Le but, c'est d'arriver au bout et de ne pas se faire mal et de prendre du plaisir. Voilà, ça reste un trek. Un mot sur le bivouac dans les écrins. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de spots, sans être en abondance non plus. Donc ça veut dire que, comme je vous le disais, il y en avait vraiment surtout en bas de vallée. Des fois, il y en avait au sommet ou avant-après, et vraiment pas beaucoup dans les montées et les descentes. Pour comparer par rapport au Keras, où voilà, il y en a vraiment de partout, vous pouvez dormir quasiment partout. Là, il faut faire un petit peu plus attention. En cas de secours, il y a toujours les refuges, et surtout les zones autour des refuges qui permettent de camper. Donc voilà, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y en avait moins que d'autres treks, ou même que dans les Pyrénées, sur le GR10, où voilà, on pouvait camper un peu partout. Concernant les écrins et les paysages, une partie intéressante, vous avez peut-être vu la vidéo, c'est vrai que c'est un joli trek, c'est un très joli trek, c'est les Alpes, généralement c'est joli, mais c'est vrai qu'en fonction des massifs, il peut y avoir des grosses différences entre le Vercors, la Vanoise, la traversée de Beldon, le Keras, les écrins, le Mercantour un peu plus bas, et à chaque fois, voilà, vous avez des paysages qui changent, le terrain qui change, les vallées qui sont différentes. Donc là, sur ce trek-là, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau, avec des étapes qui étaient sauvages, notamment avec le passage du col de la Muselle. C'est vraiment une zone qui est très très belle, pour moi c'est même la plus belle, qui est sauvage, hein, c'est ce qu'on recherche en général. Mais par contre, vous avez également des étapes qui le sont moins. C'est le défaut généralement des circuits en boucle, c'est qu'on a envie de revenir au même point de départ, mais ça peut faire passer par des étapes qui sont moins jolies, moins sauvages, et c'est le cas. Je l'ai dit pendant la vidéo, mais il y a un moment, on est vers le haut à peu près, c'est en descendant du plateau d'Amparis et en allant vers le col d'Arcine. Donc c'est entre des zones qui sont très belles, hein. Le plateau d'Amparis c'est très très beau, et le col d'Arcine avec l'eau bleue, vous savez, c'est très beau. Mais entre les deux, il y a une grande vallée avec plusieurs villages. C'est loin d'être moche, hein, c'est des jolis villages d'ailleurs qui sont en train de retaper, voilà. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de marcher sur du goudron quand on fait un trek dans les Alpes. Donc voilà, c'est pas un trek qui est entièrement sauvage, comme on peut le faire dans les Pyrénées par exemple, où vous passez une semaine complètement déconnecté, et vous voyez quasiment pas de village, voire pas de village du tout. C'est vrai que ça, voilà, il y a une petite différence, là il y a quand même pas mal de villages. A contrario, ça permet de se ravitailler, de pouvoir manger dans des restaurants, et si on a envie d'abandonner le trek, on peut. C'est vrai que quand on est en plein milieu des montagnes espagnoles dans les Pyrénées, et qu'on ne peut pas abandonner le trek, on ne peut pas prendre l'hélicoptère et partir. Donc voilà, ça a ses défauts, ça a ses qualités, faut le savoir sur ce trek-là. Il y a des gens d'ailleurs qui s'en sont plaints, qui nous ont dit que c'était pas assez sauvage et qu'ils étaient un peu déçus. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait des étapes qui étaient très belles, notamment l'eau bleue, c'est assez étonnant. Il y a d'autres endroits aussi qui sont très beaux et qui sont sauvages. Les 3 cols à la fin qui étaient vraiment super beaux. Voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment un très bon ressenti, je suis vraiment super content de l'avoir fait, pas du tout déçu. En plus, la difficulté est là, et je trouve que c'est ce qui est bien dans ce trek-là, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés, et c'est ce qu'on recherche parfois. Bon, assez parlé du circuit, maintenant on va parler matos. Je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous. Bon, je vous l'ai dit pendant la vidéo précédente qu'on avait des sacs de 10 kg, donc on va essayer de comprendre comment on peut arriver à ce résultat-là sur un trek aussi long. Et puis qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochaines fois. Et puis également, avec cette petite balance qui est là, je vais vous donner les poids exacts, c'est important. J'ai une petite liste complète aussi qui permet d'avoir le résultat total.
mais essayer de voir aussi où est-ce qu'on peut gagner du poids, qu'est-ce qui est léger et qu'est-ce qui ne l'est pas. On va commencer par le plus important, le sac. Vous l'avez vu, je suis parti sur ce trek avec un sac Osprey. C'est le Levity 45, donc le 45 litres. C'est un sac qui fait exactement 810 grammes, je l'ai noté là. Donc c'est dans la catégorie des sacs légers, pas ultra légers, mais ça reste très raisonnable en comparaison de d'autres sacs. Donc j'en ai pris par exemple un ici, que beaucoup de gens connaissent, parce que c'est le Millet U3C, voilà, 50 plus 10, donc c'est des sacs qu'on retrouve beaucoup sur les chemins, qui fait 2,2 kg. Donc c'est un sac que j'ai ici parce que je l'ai utilisé pendant des années sur mes treks, avant de me rendre compte qu'en fait c'est hyper lourd comme sac. 2,2 kg, c'est 2,2 kg sur la balance finale, et c'est loin d'être anodin. Donc oui, ça peut être des sacs qui sont confortables, vous avez des grosses lanières qui sont rembourrées, vous avez énormément de poches, vous avez des tissus qui sont hyper résistants, qui sont souvent étanches, jamais complètement. Mais voilà, ça fait des sacs qui sont lourds. Donc on va voir, est-ce qu'on peut retrouver autant de confort dans un sac qui est plus léger, voire encore plus léger. Parce que d'habitude, je pars plus pas avec le Osprey, hein. Là c'était un peu particulier parce que c'était un trek qui était assez long. Donc j'ai choisi de partir avec ce Osprey là parce qu'il est grand et qu'il a beaucoup de poches. Mais d'habitude, je pars avec ça. Voilà. C'est le sac que vous avez vu sur le Tour du Cantal d'ailleurs, mais c'est le sac en fait que j'utilise sur 90% de mes treks. C'est le sac avec lequel je suis parti faire le Tour du Queyras, sur le sac avec lequel je suis parti faire un morceau du GR10 et tous les autres treks dans les Cévennes. Donc là on a un sac qui fait 410 grammes, donc d'une marque française, Atelier Longue Distance, donc en fait c'est un artisan qui les fabrique lui-même sur demande, et qui fait 40 litres aussi. La particularité de ce sac, c'est qu'il fonctionne en fait comme un sac de trail. Il a uniquement des lanières pour les épaules ici. Il n'y a pas de renfort au niveau des hanches. Alors, la marque en fait aussi avec les renforts sur les hanches, il n'y a pas de souci. Là, c'était un choix sur ce sac-là pour avoir un sac qui est vraiment très léger. D'ailleurs, je crois qu'il fait même moins que 400 grammes. Il est très costaud hein, parce que c'est fait avec du Dynéma, c'est une matière qui est résistante, qui est très étanche. Bon, il y a toujours les coutures hein, qui peuvent, voilà, s'il pleut beaucoup, qui ne le seront plus, mais en tout cas il est étanche, et beaucoup de poches extensibles qui vont permettre de mettre vachement de choses. Au final, oui, vous n'avez peut-être pas le renfort sur les hanches, mais vous avez un sac qui fait 400 grammes. Vous vous rendez compte que par rapport au sac Millet, en fait, on va gagner 1,8 kg sur la balance finale. 1,8 kg, c'est gigantesque. Si la différence entre un sac par exemple de 10 et de 12 kg ou de 8 et 10 kg, et ben en fait c'est ici que vous allez la gagner, c'est sur le sac. Il y a d'autres éléments sur lesquels vous allez pouvoir gagner du poids, voire beaucoup de poids, mais en tout cas le sac c'est la base. Bon voilà, du coup sur ce trek je suis parti avec le Osprey parce que c'était un trek qui était plus long que le Queyras par exemple, qu'on a fait en 7 jours. Là on voulait le faire peut-être en 9 jours, voire 10 si on mettait plus de temps que prévu. Et donc il y avait un peu plus de matériel, un peu plus de nourriture, et je me voyais mal partir avec un sac qui n'a pas de renfort sur les hanches. Donc le Osprey en a, et en plus de ça le Levity 45 ici a un dos décollé avec un filet qui permet de ne pas transpirer sur le sac. Et malgré cette armature hein, qui est dure à l'intérieur, plus les renforts sur les hanches, les attaches, et beaucoup de poches, et on a quand même un résultat de 810 grammes. Donc c'est quand même voilà, très léger. J'adore les sacs Osprey, ils ont une gamme qui est gigantesque, et les prix sont parfois raisonnables avec beaucoup de promotions. Bon, je vous le dis, aucun des objets que je vais vous présenter aujourd'hui ici n'est sponsorisé, mais voilà, je vais vous donner les marques forcément pour que vous puissiez les retrouver. Je vous donne juste moi le matériel que j'utilise et que j'aime bien, les marques que j'aime bien. Je fais régulièrement du trail, et c'est vrai qu'en trail on a des sacs qui sont très légers, et c'est vrai que moi si je pouvais trekker avec un sac de trail je le ferais. Voilà, j'adore voyager très léger, se sentir léger sur le pas, et avoir un sac le plus léger possible pour moi c'est la priorité absolue sur les treks. C'est vrai que là sur le Tour des Écrins on a vu parfois dans les refuges des gens avec des sacs de 20 kg. En fait, c'est juste pas possible. Eux-mêmes le disaient, hein, ils arrivaient, ils avaient fait une étape,
peut-être qu'il verra la vidéo d'ailleurs, il se reconnaîtra, mais il avait fait une étape avec un sac de 20 kg, il avait déjà des bosses sur les épaules, et il mettait la moitié du temps en plus que nous sur une journée à cause de son sac. Et il avait aussi pris très peur sur les chemins escarpés à cause de son sac parce qu'il était déséquilibré. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à votre santé, et surtout je pense que pour profiter sur un trek, il ne faut pas avoir mal aux épaules, il ne faut pas avoir mal au dos, donc un sac le plus léger possible, c'est la priorité absolue. Après, c'est vrai que pour avoir un matériel léger, c'est souvent coûteux, donc il va falloir faire un compromis entre les finances, enfin voilà, entre le budget que vous voulez allouer et le poids du sac. Mais sans forcément mettre des budgets incroyables, vous pouvez surtout réfléchir à ce que vous prenez, prendre l'essentiel, ne pas prendre des choses qui ne sont pas forcément utiles, et parce que vous allez le regretter en fait. Vous pensez que c'est important de prendre, je vais donner des exemples, mais telle crème, tel couteau lourd, tel déo par exemple en habit, des choses, voilà, des trucs comme ça, vous dites ouais, mais moi j'en ai vraiment besoin, et bien en fait sur le trek vous allez le payer. Donc parfois il suffit, avec l'expérience forcément vous allez vous en rendre compte, mais de prendre tel objet en moins et puis de se laver dans la rivière, ou voilà, de faire des choses différemment, et ben vous allez être super content parce que vous aurez pas mal au dos. Donc voilà pourquoi moi j'ai un sac qui ressemble un peu à un sac de trail. Puis là le sac Osprey, je cherche la légèreté, c'est cette volonté de pouvoir profiter pleinement de la randonnée, c'est de pouvoir marcher léger. Ensuite, dans les objets importants, on va faire dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre les objets des plus importants aux moins importants. Donc on appelle ça le fort, enfin les 4 objets les plus importants, le sac, la tente, le duvet, le matelas. C'est là que vous allez retrouver les objets les plus lourds, et là où vous pouvez gagner le plus de poids généralement. Donc après le sac qui peut être lourd, il y a la tente forcément, si vous faites en autonomie. La tente, c'est vraiment un gros sujet parce que c'est un objet qui peut être coûteux, mais c'est là où vous allez aussi gagner vraiment beaucoup de poids. Il y a des tentes qui peuvent faire 3-4 kilos, bon ça c'est vraiment exceptionnel, mais globalement on peut avoir des tentes, on en a une que j'ai utilisée sur beaucoup de treks précédemment, une Ferrino qui fait 2,2 kg. Voilà. Ça vous donne une moyenne d'une tente qui est légère, hein, parce qu'elle s'appelle Ferrino Light Tent 2 je crois. Elle fait 2,2 kg, elle est avec armature. C'est des tentes qui sont super bien, qui sont costauds, assez faciles à monter, mais qui pèsent 2,2 kg. Cette fois-ci, c'était la première fois, c'est une tente qui m'a été prêtée, donc je ne l'ai pas achetée celle-ci. C'est une tente de fabrication française, encore une fois, de la marque Aliva. C'est pareil, c'est des tentes qui sont faites à la demande généralement, et en plus vous pouvez modifier des choses en fonction de vos besoins. Donc si vous voulez des fermetures, si vous voulez la moustiquaire, si vous la voulez pas, le tissu aussi, plus ou moins costaud, plus ou moins étanche, et en fonction de ça, ça fera varier le prix. En tout cas là on a la Aliva, j'ai plus le nom exact, si Leoti 2, elle fait 1 kg, un petit peu moins si on enlève des objets, ou enfin si on allège les piquets par exemple, et qu'on enlève le sac donné avec. Mais voilà, là on va la peser d'ailleurs. Hop. Donc voilà, on l'a pesé, elle fait 1 kg 0,12. Voilà, 1 kg. Tout rond, tout compris. Donc là il y a tout, hein. Il y a les piquets dedans, il y a le sac de compression, donc là elle n'est pas compressée. Moi je la mets dans un sac de compression étanche de la marque Citosimit, qui permet de vraiment la compresser. Ça fait un tout petit sac, donc c'est bien, ça fait une tente qui est minuscule, qui se range super facilement dans le sac et qui est très légère. Donc là, vous voyez, par rapport à une tente qui fait 2,2 kg, là on a une tente qui fait 1 kg. Donc encore une fois, si on prend le sac et la tente, on vient déjà de gagner quasiment 3 kg. On continue. La suite, c'est le matelas. Donc ça fait à peu près 10 ans que je trek, ça fait 10 ans que je pars avec un matelas gonflable. Il y a beaucoup de gens qui trek avec des matelas mousse, vous savez, ceux qui s'étaient enroulés au début, et puis maintenant on les a aussi en forme de Z. J'utilise pas ce genre de matelas parce que je dors très mal en trek. Et oui, je fais beaucoup de trek, mais je dors quasiment pas. C'est le souci. Donc j'essaie d'améliorer au maximum mon confort pour essayer de bien dormir. Et le matelas, c'est la priorité. Ces matelas en mousse, c'est léger. Mais les matelas mousse, c'est pas très confortable. Donc voilà, choix d'un matelas gonflable. Moi j'ai le Nemo Tensor, qui fait 595 grammes. Et il est
vraiment bien isolé. Donc là, en fait, sur ces matelas-là, vous allez avoir une valeur de air value. Elle est de 4 sur celui-ci, donc il va vous isoler du sol et c'est ça qui fait la vraie isolation en fait en réalité, et qui va vous amener du confort et de la chaleur quand vous allez dormir. J'ai trekké pendant des années avec celui de Decathlon qui faisait 600 grammes, donc vous voyez, j'ai pas gagné beaucoup en poids. Par contre, j'ai vraiment gagné en confort et en chaleur sur le matelas. Donc ça, c'était vraiment le plus important. Ensuite, on a le duvet, donc encore une partie importante. Hop. Mon duvet, c'est un Ferrino, c'est le Ferrino Nighttech 600 qui fait un peu plus d'1 kg, 1,2 kg. C'est le duvet avec lequel je trek habituellement, qui est vraiment bien. Il est un peu lourd comparé à des duvets en duvet, donc en plume. Celui-ci, c'est des matières synthétiques. C'est parce que mon père, il est allergique aux plumes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a des duvets comme ça, parce qu'on était souvent dans la même tente. C'est vrai que maintenant que je trek de plus en plus avec Manon, ma femme, je vais peut-être m'acheter un duvet en plume. Là, on peut descendre dans des valeurs allant vers les 400 grammes. Donc, vous voyez le poids qu'on peut gagner. Mais pour ce trek dans les écrins, d'ailleurs, mon père m'a prêté celui-ci. Donc là, il n'est pas du tout compressé, c'est pour ça qu'il est énorme. Mais il se compresse en tout petit. C'est un Mountain Hardwear et c'est le Lamina Eco AF. Donc encore une fois, il est en synthétique. Et celui-ci, il fait 900 grammes de mémoire. J'ai la valeur exacte sur la tablette. Et puis je vous donnerai la valeur exacte du sac à la fin. C'est des duvets 0 et -1. Donc c'est largement suffisant pour 99% des treks que je fais. Des fois ça descend à 0 et même des fois en dessous, mais grâce aux vêtements qu'on a sur soi et au matelas, ça tient sans souci. Si il arrive que je fasse des treks en hiver ou que j'aille dans la neige, voilà, trekker, là il faudrait que j'ai un duvet qui soit en -5, -10, -15, mais c'est pas encore arrivé. Donc là, on a vu les 4 objets les plus importants, le sac, la tente, le duvet et le matelas. Donc quand vous avez travaillé sur ces 4 objets les plus importants, vous avez quasiment tout le poids de votre sac. Le reste, ça va être les vêtements, les accessoires, puis à la fin, forcément, vous aurez la nourriture et l'eau qu'on verra en dernier. Mais voilà, vous avez quasiment tout le poids de votre sac. Donc faites en sorte de trouver un sac léger. Il y en a plein à des prix raisonnables. Vous avez des ospreys en promotion à 100 ou 130 euros. Des tentes, là c'est un petit peu plus cher, donc vous pouvez commencer par une tente comme une Ferrino aux alentours de 200 euros. Il y a aussi des Décathlon qui sont aux alentours de 150 euros, mais vous allez aller vers les 3 kg. Ils en ont sorti une ultra légère, la MT 900 si je dis pas de bêtises, de Forclaz, qui fait 900 grammes, mais c'est une tente une place et qui est super légère. On passe aux vêtements, donc là ça va être très court. Une philosophie, pour moi en tout cas, pour les treks, c'est d'être minimaliste. Là, vous pouvez quasiment gagner 100% du poids des vêtements, c'est-à-dire ne pas les prendre. Moi, je pars avec un short de course que je porte sur moi, donc on va dire qu'il ne compte pas vraiment dans le sac. J'ai un caleçon en mérinos de rechange, plus celui que j'ai sur moi, et un pantalon ultra léger, donc là c'est un Patagonia qui fait 100 grammes quand il fait froid le soir ou le matin. Et j'ai un t-shirt en mérinos, j'en ai deux, un sur moi et un dans le sac de rechange. Donc voilà, et ça s'arrête là. Il y a la paire de chaussettes aussi en mérinos, ça c'est Décathlon, et une de rechange. Donc voilà, chaque fois qu'on en a vu une, elle est en train de sécher, et on a l'autre qui est sur nous, et ça va très 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 bien. Tout ce que vous allez prendre en plus, au niveau des vêtements, je parle des couches au niveau du corps, c'est du surplus. Si vous prenez 3, 4, 5 t-shirts, c'est du poids complètement inutile. Si vous prenez 2 pantalons, ça ne sert strictement à rien. Là, je parle pour les hommes, au niveau du caleçon. Pour les femmes, vous allez peut-être vouloir prendre plus de culottes, mais voilà, c'est pas là que ça va peser lourd, c'est très léger. Il reste un dernier vêtement que je prends sur mes derniers treks, je ne l'avais pas au début, c'est le legging en mérinos, qui est devenu en fait crucial pour moi, sachant que je le mets la nuit uniquement. Donc ça c'est pas pour marcher, c'est uniquement la nuit, c'est pour pas avoir froid aux jambes.
il n'y a rien de pire en bivouac que d'avoir froid aux jambes. Donc c'est juste comme pyjama en fait, hein, je garde mes t-shirts en mérinos plus le legging en mérinos, et comme ça plus de soucis aux jambes. Ça apporte un confort qui est énorme. C'est vraiment pas lourd, hein, ça doit faire moins de 50 grammes. Pour ce qui est des couches supplémentaires, on va commencer par l'imperméable. Vous l'avez beaucoup vu sur le trek, sur le début du trek des écrins, parce qu'il pleuvait, et là ben, vous avez vu, c'est super important. Donc moi j'ai un Saleva, c'est une marque espagnole, je l'ai acheté cette année. Il est super léger, il fait 185 grammes et il est capable de tenir 1 mètre d'eau. Bon, ça c'est les valeurs qu'il donne, mais grosso modo, pour l'avoir testé sur ce trek là, où le premier jour il y a énormément plu, moi j'étais pas du tout mouillé en dessous au niveau des vêtements, donc on est toujours un petit peu mouillé au niveau des insertions, mais voilà, sinon j'étais pas du tout mouillé en dessous, donc il a vraiment bien tenu. Et c'est super important parce qu'en fait on néglige souvent ce vêtement là, mais s'il pleut et que vous êtes trempé, ça gâche complètement votre trek. Donc le kawaii est très important. Bon là je parle pas de forcément beaucoup du poids, enfin lui il est léger, mais vous pouvez trouver des kawaii pas chers qui sont légers aussi, donc c'est plutôt sur l'étanchéité que ça va se jouer. Mais voilà, on fait des kawaii qui sont ultra légers aujourd'hui, entre 60 € et 300 €. Ensuite, pour ce qui est de la chaleur, je pars trekker avec toujours la même polaire. Je l'ai depuis 3 ou 4 ans je crois, c'est une The North Face verte foncée. Je ne l'ai pas là parce qu'elle est à la machine, mais voilà, ça c'est une valeur sûre. Elle est Polartec, vous en avez aussi, c'est une dénomination que vous avez aussi sur d'autres marques, qui permet d'avoir un indice d'isolation. Voilà, donc elle est très légère, elle fait 150 grammes et elle est super chaude. Je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de respirer, donc vous pouvez marcher avec toute la journée, et puis elle prend pas beaucoup de place, donc voilà, ça c'est une valeur sûre. Deuxième équipement pour avoir chaud, c'est la doudoune. Donc là c'est un équipement qui est non essentiel, vous allez en avoir besoin uniquement si vous partez faire un trek où il va faire froid, voire très froid. Là par exemple dans les écrins il a fait froid et je me suis quasiment pas servi. En fait c'était vraiment par confort, on va dire par surconfort. Je l'ai mis 2 fois, un soir où il faisait un peu froid et un matin où il faisait un peu froid. Mais en fait j'aurais pu complètement m'en passer, par exemple en mettant ma polaire et le kawaii par dessus. On passe à l'eau. Donc là, 2 philosophies. Il y a des gens qui trekkent avec des poches à eau, comme celle-ci, et il y a des gens qui trekkent avec des gourdes. Bon, ça c'est une flasque, j'ai pas de gourde sous la main, mais vous avez compris. Ça m'est déjà arrivé de trekker avec une poche à eau, ça a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est mieux de trekker avec des gourdes. Je vais vous expliquer pourquoi. La poche à eau, en fait, vous l'avez dans le sac, vous avez ici la tétine et c'est super pratique, vous pouvez boire toute la journée par petits à-coups, quand vous avez envie, sans sortir votre sac, etc. Donc ça c'est hyper pratique. Par contre, vous savez pas à quel niveau d'eau vous en êtes, et puis quand vous devez recharger votre eau, et bien là pour le coup il faut sortir le sac, il faut sortir la poche du sac, et souvent votre sac de trek il est plein, il est compressé, et puis c'est compliqué de la sortir et c'est encore plus compliqué de la remettre. Donc ça c'est le plus gros inconvénient de la poche à eau, c'est ça. Donc la deuxième solution c'est d'avoir des gourdes sur soi. Donc moi j'ai toujours une gourde comme celle-ci de la marque Katadyn Bifree avec son filtre. Donc là quand on trek dans les écrins et ailleurs, on ne sait pas toujours l'eau qu'on boit dans les ruisseaux, dans les rivières, donc j'ai toujours un filtre avec moi, ça permet de ne pas tomber malade. C'est hyper pratique, ça marche super bien, tout le monde le dit et c'est vrai. Vous prenez de l'eau un peu n'importe où, sauf dans les rivières en bas de vallée, et ça filtre toutes les bactéries. Cette marque-là filtre pas les virus, mais sincèrement, comme je suis jamais tombé malade, pour l'instant, pas de souci. Donc ça fait une gourde d'1 litre que j'ai toujours sur le côté de mon sac, en fait, assez facilement accessible, donc j'ai pas besoin d'enlever mon sac. Je la prends sur le côté, je la recharge et je la garde. Quand celle-ci est pleine, quand je viens de recharger de l'eau, je transvase dans une flasque. La flasque, en fait, c'est une flasque que je vais avoir ici sur la bretelle, et ça me permet de boire aussi, comme si j'avais
finalement la poche à eau. Donc là en fait j'ai un peu le meilleur des deux mondes, ça permet de boire des petites quantités rapidement sans forcément sortir la gourde. Et j'ai une troisième gourde, c'est celle-ci, Platypus, super pratique. Donc celle-ci elle fait 1 litre, celle-ci je la recharge pas quand je marche, ça sert à rien de porter 1 kg d'eau. Les deux autres suffisent largement dans les endroits où il y a beaucoup d'eau. C'est uniquement le soir avant de bivouaquer que je vais la remplir à la dernière rivière accessible pour pouvoir manger et boire pendant la nuit et faire le petit déjeuner. Voilà. Très pratique parce que quand vous en servez pas, elle est toute plate. Et quand elle est remplie, elle se glisse assez facilement dans le sac. Donc voilà pour l'eau. On va terminer avec tous les derniers petits accessoires, on va passer assez vite dessus. Donc on a tout ce qu'il faut pour la nourriture, pour faire à manger. Donc là on va avoir le gaz. Donc ça c'est un gaz de Décathlon qui va très bien. Ça va pour 10 jours cette quantité là. Avec le nécessaire, le réchaud. Donc là c'est la marque Décathlon. J'en ai un autre un peu plus léger mais il est plus fragile, donc je ne l'ai pas pris pour les écrins, parce que si on tombe dans panne de ça dans un trek aussi long, on est mal. Et la popote en titane de la marque Situ Summit qui va bien. Donc voilà pour manger. Ah si, il y a encore la petite cuillère aussi, cuillère fourchette en titane, super léger. Donc c'est des choses qui pèsent un petit peu de poids, mais bon là on peut difficilement gagner du poids là-dessus. Bon, la popote en titane c'est mieux qu'une popote en acier ou en aluminium, mais voilà, c'est pas, on est en train de parler de 20-30 grammes à chaque fois, donc vous voyez, comparé au sac ou à la teinte, c'est pas là où vous allez gagner le plus de poids. Ensuite, pour les petits accessoires, il y a la petite sacoche banane que j'ai tout le temps avec moi, dans lequel je vais avoir tous mes petits accessoires. Je vais avoir un petit bœuf en mérinos qui se met autour du cou, qui peut se mettre au niveau de la tête, vous l'avez vu souvent dans la vidéo. Les petits gants qui n'étaient pas assez chauds sur ce trek, donc ça fait partie des choses à améliorer. Ça c'est toujours passé sur les treks que je faisais habituellement parce qu'on n'avait pas pris de pluie et il faisait pas aussi froid, pas de neige, donc ça allait très bien, c'est des gants de course. Mais en fait, quand on va faire un trek là où il peut faire froid, où il peut y avoir de la neige, il faut des gants qui sont plus chauds. Des gants en mérinos par exemple, j'en ai pas encore, il va falloir que j'investisse. Souvent j'ai mes papiers aussi, de l'argent, une barre, mes batteries de GoPro, donc voilà, ça c'est super pratique. Ça me permet d'avoir toutes ces petites affaires devant moi que je sors régulièrement sans avoir sortir mon sac, parce qu'il n'a pas de poche sur le côté, le sac Osprey. Et pour terminer, une petite gamelle qui se plie, ça c'est une marque américaine je crois, c'est Fold Cup. Non, c'est pas une marque américaine, c'est une marque suédoise. Mais voilà, ça se plie en deux comme ça et on peut petit déjeuner dedans, boire le café, très très pratique. La petite frontale, pète, qui va bien, le briquet et la casquette qui est là, hop. Voilà, donc là on a tous les accessoires. Il restera en dernier le panneau solaire que vous avez vu sur mon trek des écrins. Super pratique, hop. Il se déplie, on l'attache au sac avec les deux petits mousquetons qui sont ici et on le relie avec un câble, soit une batterie externe, soit directement à l'objet que vous voulez recharger, donc votre téléphone portable, la GoPro, une montre. Ça marche super bien. Il n'y a pas tout le temps du soleil, mais comme vous êtes toute la journée dehors et qu'il est sur votre sac, à un moment ou un autre ça va prendre le soleil pendant 1 ou 2 heures ou 3 heures, etc. et ça suffit amplement pour remettre la batterie à 100% et puis le soir vous pouvez recharger. Moi ça a fonctionné pendant 8 jours, 9 jours avec une GoPro, une montre et un téléphone et ça a super bien marché. Hop, je termine avec les bâtons. Donc mes bâtons c'est des Black Diamond en carbone et c'est les Distance Carbone FLZ. Voilà, c'est des très bons bâtons, pas très chers. J'ai fait moins 5 ou 6 treks avec, ils n'ont jamais cassé, j'ai juste eu à changer les embouts. Qui se rachètent assez facilement, mais il faut les prendre de la marque Black Diamond obligatoirement. On a terminé sur tout ce qu'il y avait dans le sac, et avant de vous donner le poids total de ce sac là, je vais juste vous parler 30 secondes des chaussures. Donc voilà, moi je marche avec des chaussures de trail, c'est un choix qui provient de plusieurs raisons. La première c'est le poids, ça c'est une chaussure qui fait 380 grammes par pied, donc c'est vraiment léger pour une chaussure. Par exemple ici, alors c'est marrant que je l'ai trouvé parce que ça fait des années que j'ai pas marché avec ce type de chaussure. On a une chaussure montante en cuir, entièrement étanche, Gore-Tex, je l'ai pesée tout à l'heure, elle fait 620 grammes.
Donc c'est 250 grammes de plus que vous allez soulever sur chaque pied sur 8, 9, 10 heures de marche, et bien en fait c'est gigantesque. C'est de la fatigue en plus dans les jambes, inutilement. Les autres raisons, c'est la respirabilité. Ces chaussures-là, elles sont pas Gore-Tex, elles sont pas étanches, mais du coup, l'humidité qu'il y a de votre pied va pouvoir s'évaporer beaucoup plus facilement et ça va éviter les ampoules. Et bon, ça dépend de chacun. Moi, quand je marchais avec ces chaussures-là, ça m'est déjà arrivé d'avoir 10 ampoules sur un pied. Sur celle-ci, j'en ai plus. Alors j'en ai eu une dans les écrins l'avant-dernier jour. Mais bon, voilà. Par contre, je ne trek pas avec n'importe quelle chaussure de trail non plus. Celles-ci sont résistantes, elles résistent vachement bien au choc des cailloux et elles ont un très très bon maintien au niveau du pied. Donc là, on a la Sportiva Ultra Raptor 2, mais par exemple pour faire du trail, je n'utilise pas celle-ci, j'utilise plutôt des chaussures type Oka, comme ça, qui sont encore plus légères et avec plus d'amorti. Bon voilà, donc là on a tout vu, matériel et chaussures. Donc maintenant je vais pouvoir vous donner le résultat final du poids du sac. Donc avec tout ce que je vous ai montré là, sans l'eau et sans la nourriture, on arrive à un poids total de 5,6 kg. Donc là vous pouvez aller trekker pendant 10 jours avec 5,6 kg. Et vous avez vu, on a vraiment tout pour être bien, pour bien bivouaquer, être confortable, le matelas, un bon duvet, etc. Là ensuite, si on vient rajouter de l'eau, donc si on vient rajouter on va dire 2 kg d'eau, donc vous l'avez compris c'est le maximum. En fait en réalité on marche pas avec 2 kg d'eau, la journée on marche plutôt avec 1 kg d'eau. Et la nourriture, et encore une fois on ne trek pas tous les jours avec le maximum de nourriture, mais bon voilà, je vous donne vraiment le pire des cas, donc c'est-à-dire le premier jour généralement. Donc quand on a encore tout héliophilisé, on a toutes les barres énergétiques, etc. Donc on vient rajouter en fait 2 kg et 2,8 kg de nourriture, on arrive à un poids total de 10 kg 65. Donc ouais, donc là au total, donc c'est le poids que je vous avais donné quand on a commencé le trek, c'était un sac de 10 kg. Ensuite il va s'alléger avec le temps, donc on va descendre à la fin quasiment à 8 kg. À partir du prochain trek, je prendrai un drone, le DJI Mini 4, et on viendra rajouter 650 grammes de plus. Bon là c'est pour faire des vidéos, c'est particulier, mais ça me plaît pas trop d'avoir un sac de plus de 10 kg, donc il va falloir que j'essaie de gagner du poids. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une grosse possibilité sur le duvet, si je passe sur de la plume, je vais pouvoir regagner ces 600 grammes et redescendre en dessous des 10 kg. Donc voilà, je vous ai tout montré au niveau du matériel, quelques conseils, comment faire un sac de 10 kg pour trekker 10 jours. Voilà, si vous avez l'intention de faire ce trek là, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Nous on s'est régalé, les paysages sont magnifiques, il y a une grande difficulté qui provient du dénivelé, donc faites attention, il faut quand même être bien entraîné. 2 petites randonnées avant de partir, ça suffit pas. Le top c'est de faire un petit trek avant, avec moins de dénivelé, voilà, pour bien s'échauffer et de marcher assez régulièrement pour éviter les blessures, les abandons, et puis surtout pour profiter du trek, ne pas souffrir, c'est pas le but. C'est vrai que si vous êtes avec un entraînement insuffisant, vous risquez de pas apprécier de faire une ascension de 2000 mètres de dénivelé. Donc voilà, faites attention, entraînez-vous bien, et puis profitez bien, parce que c'était vraiment magnifique. Faites-le en autonomie ou pas, franchement dans tous les cas vous allez vous régaler, et puis nous on se dit à bientôt pour un prochain trek. Ciao!